Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Puydoux, au bord du lac de Bray, où plusieurs personnes du terrain, des agriculteurs, des artisans, se sont réunis aujourd'hui pour nous expliquer par rapport à la votation du 13 juin, pourquoi ils vont voter non. Mireille, donc, tu es aussi agricultrice Oui, on est agriculteur maraîcher à Écublanc. et tu es venue aussi aujourd'hui rencontrer ces personnes et puis exposer aussi un peu ton point de vue par rapport à ton exploitation. Exactement. La problématique des légumes, c'est que cette initiative antipesticide provoquera surtout une hausse des prix. Et puis, moi, je crains très fortement le f- que ça favorise le tourisme alimentaire et puis que les gens aillent acheter ce qu'ils ne trouveront plus en Suisse dans les pays limitrophes. Et l'exploitation, alors comment ça se passerait si ces initiatives venaient à passer? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce qui fait que ça va augmenter les coûts? Est-ce qu'il y aura beaucoup de cultures perdues, comme nous a dit Cédric tout à l'heure? Alors, en ce qui nous concerne, un exemple, on a un poulailler un poulailler mobile avec 400 poules. C'est pas énorme, mais en calculant déjà ce que vont nous manger nos poules, aliments qu'on achète à l'extérieur, eh bien, c'est environ 20 tonnes d'aliments par année. Ce qui voudrait dire que nous, il y a toute une production qui serait dévolue à l'alimentation pour les poules et qui ne serait plus dévolue à l'agriculture que l'on fait actuellement. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que pour 400 poules, nos misérables 400 poules, c'est déjà 20 tonnes. Donc pour ceux qui font une production d'œufs beaucoup plus importante, c'est un volume considérable, ce qui veut dire qu'il y a énormément de producteurs d'œufs qui cesseront leur activité. Et notamment, imaginez tous ceux qui sont producteurs à partir de 800 000 mètres d'altitude. Il n'y a plus de possibilité de produire du blé, ne serait-ce que ça, des céréales. Donc toute cette production eux, ils n'auront pas de quoi alimenter leurs poules et ils devront cesser leur production puisqu'ils ne pourront juste pas produire l'aliment pour les poules. Donc ça, c'est déjà un impact à notre niveau, donc à un niveau d'une plus grande échelle, c'est encore beaucoup plus important. En ce qui concerne pour nous, au niveau du légume, eh ben, bien sûr qu'il y aura une diminution de production, ça c'est certain. Il y aura bien entendu beaucoup plus d'importation de denrées alimentaires. Et très sincèrement, ça me gêne parce que qui contrôlera ces denrées alimentaires importées, qui devraient être importées aux mêmes normes que les nôtres, c'est-à-dire à des normes bio extrêmement sévères. Et puis, éthiquement parlant, en tant que consommatrice, mais également en tant que femme, en tant que maman, coloniser des pays extérieurs pour aller produire notre propre nourriture, ça me gêne énormément. Donc si aujourd'hui tu étais assis en face, tu es assise, pardon, en face du comité d'initiative, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qu'ils ont pas vraiment, qu'est-ce qu'ils ont raté comme coche finalement en rédigeant leur initiative? Je pense que ces deux initiatives, dans le fond, nous y arriverons. Parce que tout ce qui est technologie, tout ce qui est avance, nous, notre fils va reprendre l'exploitation. On sait déjà qu'il tend beaucoup plus sur le bio que son papa à l'heure actuelle. Donc les mentalités changent aussi et tout ce changement de génération fait qu'on tend vers une production beaucoup plus bio et complètement différente de d'une agriculture plus productive. Mais par rapport à ces initiants, je pense que ça a été beaucoup trop loin. Hein. L'histoire de on ne pourra produire que ce qui sera consommé, on ne devra produire que ce qui peut être consommé sur sa propre production, sur sa propre exploitation, ça c'est juste impossible. Et puis, il faut bien voir que on doit nourrir la population, une population qui est en Suisse de 8 millions d'habitants, qui ne fait que progresser avec des surfaces agricoles qui ne font que diminuer aussi. Est-ce qu'il y a une rupture entre la ville et la campagne, les producteurs et les consommateurs? Alors, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce clivage qui tend à s'épaissir et ce fossé qui tend à s'agrandir vient aussi du fait que pendant des générations et des générations, on a toujours eu un rapport à la terre, un rapport avec l'agriculture, ne serait-ce que parce qu'on avait un grand-père, un oncle, la possibilité d'aller en vacances dans la campagne et de toucher, d'aller au-devant des animaux. Et puis qu'en 2 générations, ce lien a disparu.
et va disparaître complètement. Et ce clivage, il faut qu'on travaille pour communiquer, pour qu'on comprenne, pour que les gens de la ville comprennent ce qui se passe dans les campagnes et comment sont produits la nourriture qu'ils mangent. Justement, comment est-ce qu'on pourrait réduire ce clivage et puis trouver des solutions qui plaisent aussi bien aux initiants qu'aux exploitants qui sont tous les jours sur le terrain? Alors, je pense qu'on fait tout ce qu'on peut, notamment, nous on a un marché à la ferme, ce qui veut dire que tout ce qui est lié à la vente directe, il y a beaucoup de communication à amener, c'est beaucoup d'endroits où on peut aller discuter, et puis toutes les fermes sont ouvertes. Je pense on est ouvert à ce que tous ceux qui ont envie de comprendre puissent venir nous trouver, et on peut leur expliquer bien naturellement tout ce qui se passe sur l'exploitation. Le marché à la ferme, ça c'est quelque chose qui a quand même grandi beaucoup ces dernières années. C'est une clientèle fidèle, c'est une clientèle grandissante, de plus en plus de gens viennent. Comment ça se passe? Alors c'est une clientèle fidèle, c'est une clientèle qui s'est beaucoup développée avec le Covid, où là on était les rois, je veux dire, les gens, on était une référence à ce moment-là, une sorte de pilier au-delà de ce virus qui nous arrivait de nulle part et dont on ne comprenait pas, des poules dehors qui picoraient, un tracteur qui partait labourer, des gens qui allaient couper des salades sans s'occuper, parce que la nature continue d'avancer, c'était comme une sorte de référence. Et beaucoup de gens ont compris. Et on a eu, c'est vrai, toute une clientèle qui est venue s'approprier et qui continue à venir se ravitailler dans les marchés à la ferme. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous qui sommes à Écublanc, aux abords d'une ville, c'est facile de créer un marché à la ferme. Mais si vous êtes dans un petit village perdu dans la campagne, nous, on a tout un bassin de consommateurs, mais il faut pouvoir l'avoir à disposition aussi. Est-ce que ces initiatives vont pas finalement renforcer un petit peu le dialogue entre la population et les exploitants, les agriculteurs, les maraîchers? C'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Sylvain, tu es éleveur, tu as des brebis, des vaches. Qu'est-ce que ça va impliquer pour toi, ces deux initiatives, si elles venaient à passer? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Alors ça va avoir une grande influence sur l'exploitation familiale qu'on a. C'est mon frère et son épouse qui gèrent l'exploitation, et moi je gère la commercialisation du lait de brebis. On a développé ça parce qu'on a une petite exploitation, on ajoute de la valeur ajoutée sur nos produits afin de créer du travail dans ce domaine-là. Donc on emploie aussi 1 à 2 apprentis par année, on a un voisin qui vient comme employé régulièrement. Donc on cherche vraiment à développer de la main-d'œuvre. Si l'initiative eau propre venait à passer, ça serait une grosse problématique pour nous. On a un atelier de 35 vaches laitières dont le lait va au lait central chez nous, et un atelier de 120 brebis laitières. Aujourd'hui, sur l'exploitation qu'on a, on n'est pas autonome au fourrage, mais on achète du fourrage à notre voisin qui habite de l'autre côté de la route. Donc on a juste une route cotonnale à traverser parce que lui, il a arrêté le bétail il y a 20 ans et il s'est spécialisé dans les cultures, et dans sa rotation, il a de l'herbe que nous, on valorise à travers notre fourrage. Donc eau propre nous interdirait de traverser la route pour acheter du fourrage qui est fait dans les mêmes conditions que ce qu'on fait. Donc là, il y a vraiment une perte de production, une perte de valorisation. Bien sûr que si on achète du fourrage, on a aussi une exportation des engrais de ferme qui se fait sur d'autres exploitations, puisqu'au niveau de la ferme, c'est très régulier, on a un bilan de fumure, comme on appelle, qu'on doit respecter. Donc globalement, sur l'exploitation, on n'a pas le droit de mettre plus d'azote ou de phosphore ou autre que ce que l'exploitation est capable d'assimiler de par ses cultures et de par ce qu'on a sur la production. Donc s'il y a trop, on exporte. Donc c'est un échange fourrage que nous on valorise de chez notre voisin, et nous on lui fournit des engrais de ferme que lui il valorise, donc des engrais naturels, sur ses parcelles à lui. Donc là, l'eau propre nous supprime tout ça. Donc ça veut dire que nous on va faire quoi? On va devoir choisir soit les brebis, soit les vaches. Si on supprime l'un ou l'autre, on va encore devoir diminuer de moitié. Et puis du coup, on se retrouvera avec une petite production. Alors oui, on sera toujours dans de l'artisanal, super. Par contre, les apprentis, il n'y aura plus. La formation pourra plus se permettre. Moi, je serais bon pour aller voir ailleurs parce que je collabore avec mon frère, mais c'est lui qui a l'exploitation, donc c'est moi qui pars ailleurs. Et puis, entre mon frère et ma belle-sœur, très certainement que l'un des deux devra aussi trouver un travail annexe pour compléter, vu qu'on a une petite structure familiale. Donc ça a des très fortes conséquences, rien que par le fait qu'on n'a plus le droit de valoriser du fourrage
En plus, souvent, c'est du fourrage, c'est des prairies du 15 juin, ce qu'on appelle. Donc, c'est des prairies qu'on fauche volontairement plus tard pour respecter la biodiversité, pour permettre aux insectes et autres petites bêtes de se développer, que les herbages viennent aux fleurs, qu'il y ait des fleurs spéciales qui reviennent. Donc, ça, toutes les exploitations doivent avoir entre 7 et 7%, mais aujourd'hui, en moyenne suisse, on est à 10%. Ces surfaces écologiques, elles sont gérées en réseau pour optimiser, justement pour que les insectes ou les animaux puissent facilement passer d'un point à l'autre. Et l'exploitant qui est en grande culture, qui a des herbages pour respecter toutes ces demandes-là, il ne pourra plus les valoriser, et que ce soit bio ou non bio. Donc ce n'est pas seulement la culture conventionnelle qu'on touche, même la culture bio sera fortement touchée. Donc nous, tout ce qu'on a mis en place en 10 ans, ces produits spécifiques au lait de brebis qui ont une forte demande parce que les qualités du lait de brebis ne sont pas les mêmes que le lait de vache, la glace, on est les seuls à faire de la glace au lait de brebis, c'est mis en péril. Après, par rapport à la deuxième initiative des pesticides synthèse, alors là, on pourrait dire, nous, on est moins touchés parce qu'on fait peu de grandes cultures, on fait de la culture fourragère pour notre bétail, mais on a fait un choix, afin d'optimiser les sols, de travailler ce qu'on appelle en semi-direct. C'est-à-dire qu'après l'herbage, on fait juste un traitement au glyphosate, donc c'est un désherbant, et ensuite on va semer directement sans travailler le sol. C'est vraiment un disque qui nous coupe l'herbage, qui dépose la graine et qui referme derrière. Le but étant de ne pas déstructurer le sol. Si on veut travailler une culture derrière de l'herbe, si on n'a pas ce moyen-là de traiter pour faire mourir l'herbe et puis laisser la place à la céréale, on est obligé de labourer. Ici, on a des terres qui ne sont pas l'idéal pour labourer, c'est des terres lourdes, on a facilement on va faire des dégâts, on va tasser le sol, on va déstructurer le travail que les vers de terre font. Donc on a un compromis, on n'aura plus le droit d'utiliser ce glyphosate, par contre on devra ressortir la charrue. Alors idéalement il faut sortir la charrue et les chevaux, mais aujourd'hui on n'est plus comme il y a 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière. Je veux dire, les technologies évoluent et puis il faut évoluer avec. Donc indirectement nous on sera quand même aussi fortement impacté par ces questions de pesticides synthèse. Aussi dans le cadre de nos produits du terroir, on travaille tout avec des fruits de la région. S'ils n'auront plus le recours aux pesticides de synthèse sur certains, comme l'expliquait mon collègue Cédric avant, pour sauver une culture de fruits, ou de grande culture, mais en l'occurrence pour mon cas de fruits, j'aurai plus de fruits à volonté. C'est quoi volonté? Déjà que c'est difficile de trouver des fruits de la région aujourd'hui, alors on diminuera ça, on va augmenter les coûts, et du coup nous on sera obligé de reporter ces coûts sur nos produits finaux. Et du coup, si on reporte, on est dans des produits de niche, on est vraiment spéciaux, on est déjà dans du haut de gamme, si on peut dire ça comme ça avec la brebis. Si on augmente encore les coûts, on va perdre la clientèle. Certes, certaines personnes aujourd'hui déjà ont fait le choix, ils choisissent et ils donnent une importance à leur alimentation en allant acheter du bio local chez un agriculteur voisin. C'est génial. Et bien sûr, on aimerait tous qu'il y en ait plus qui fassent ça. Mais la réalité, c'est qu'on doit aussi nourrir Lausanne, Zurich, Berne, où dedans, il y a des travailleurs qui ont juste de quoi payer un loyer et les assurances. Donc on ne peut pas leur exiger par une volonté de dire qu'on veut être plus propre que les autres, d'imposer à tout le monde de devoir doubler, tripler son budget d'alimentation, alors qu'en fait, on va importer des produits qui vont mettre une pression sur le marché. Donc c'est là où il y a vraiment une concurrence qui est pas logique, et dans leurs arguments quand ils disent on va limiter aux frontières des produits qui respectent les normes d'aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on va faire respecter ça? Réellement aujourd'hui, je veux dire, c'est juste incroyable, parce qu'on signe des traités de libre-échange à Torly-Boyau, on va de tous les côtés. Dernièrement, avec l'Indonésie, ça a déjà fait pas mal parler par rapport à cette huile de palme. Donc l'année où il n'y a pas de colza, c'est pas du colza allemand bio qui va venir, c'est de l'huile de palme soi-disant équitable qui arrivera chez nous. Voilà, super, quoi. Donc finalement, avec ces initiatives, on détruit le local, on détruit l'artisan. Quelles sont les implications vraiment de ces initiatives phyto-extrêmes? Alors clairement, ça met des grosses pressions sur l'artisanat, justement par ces questions de rehaussement de coûts, de coûts de production, de coûts de matières premières qui deviendront plus rares.
et qu'on va devoir diminuer les productions, quoi. Et ça va venir par de l'importation. Alors, bien sûr, il y en a qui nous disent « Ah non, mais on n'a qu'à moins de diminuer le gaspillage alimentaire. » Génial, mais l'initiative, elle ne nous traite absolument pas ce sujet. Il faudrait faire une initiative pour apprendre, éduquer les gens à consommer une carotte qui est courbe ou une patate qui est touchée. Ce n'est pas du tout la question, on ne va pas régler ce problème par ces initiatives. Là, on met juste une pression sur le monde agricole qui est déjà sous pression en permanence, en nous faisant croire comme quoi on ne va pas importer de choses qui ne respectent pas. Aujourd'hui, on importe du bœuf aux hormones, on importe des œufs en batterie, alors que ça fait plus de 30 ans que c'est interdit chez nous. Alors pourquoi on n'interdit déjà pas ça, quoi? Qu'on n'importe déjà aujourd'hui que des produits qui sont respectés. La grande question du glyphosate, je me permets encore juste ce sujet, mais qui fait grand débat. Le glyphosate, ça a été prouvé par des analyses et des tests. Le glyphosate qu'on retrouve dans notre assiette, c'est du glyphosate qui est mis sur des cultures pour les faire mûrir. Un procédé totalement interdit en Suisse. Le seul glyphosate que nous, on a le droit d'utiliser, c'est un microdose pour faire un désherbage, mais avant la culture. Mais ce glyphosate qui est mis pour traiter, il se retrouve dans la graine. Et ça, c'est clairement, on les retrouve dans des pâtes françaises ou allemandes ou italiennes, on les retrouve dans des cornflakes, dans les céréales et tout ça. C'est tout des alimentations préparées, faites à l'étranger, qu'importe. On ne veut plus de glyphosate dans notre assiette, qu'on arrête ces importations. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans les rayons? À quel prix? Alors Sylvain, toi tu es un peu l'homme de liaison finalement entre le producteur et le consommateur, comme tu es commercial pour ta famille. Comment est-ce que tu ressens un petit peu, on parle de fossé entre la ville et la campagne, comment est-ce que tu ressens ça, toi qui vis ça au quotidien? Alors oui, le fossé, il est énorme. C'est impressionnant comme en 2-3 générations, il s'est creusé, comme disait Jamireille. On avait tous un frère, un grand-père ou comme ça qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, ça s'est non seulement perdu, mais en plus, les gens ne sortent plus de chez eux, quoi. Moi, j'ai une anecdote qui m'a toujours choqué et qui me choque encore aujourd'hui. Quand j'étais au gymnase à Puy, donc j'ai quand même fait aussi le gymnase, une étudiante de Puy, donc Puy, une commune qui a aussi un côté agricole, sur les hauts de la commune, il y a des jolis domaines. Une jeune de Puy, pardon, elle arrive vers moi et elle me dit « Mais t'es agriculteur, t'as des vaches à la maison ?» Elle n'en revenait pas. Elle voyait que j'avais un tracteur, comme dans le Tilarousse, le tracteur Hurliman de 1920. Quoi. J'ai dit « Ben oui, on est agriculteur, on a 35 vaches, on a 100 brebis. Et puis le tracteur qu'on a, qui est notre outil de travail qu'on n'a pas le choix d'avoir aujourd'hui, il est guidé par GPS pour qu'on soit hyper précis là où on va mettre la dose phyto pour sauver notre culture. Et puis, il coûte aussi cher que la Mercedes de ton papa, mais nous, c'est pas pour juste se déplacer, c'est un outil de travail, quoi. Donc là aussi, après, on dit comme quoi on va nous couper les paiements directs parce qu'on ne respecte pas. Il faut bien savoir que les paiements directs que l'agriculture touche, c'est pas pour le plaisir de partir en vacances. Si vous demandez à un agriculteur, les semaines de vacances, elles se comptent sur les demi-doigts d'une main. Ouais, quoi. S'il y a déjà une semaine par année, c'est déjà beaucoup. Les paiements directs, s'ils sont là, déjà, c'est pour subventionner la nourriture, parce que c'est quand même pour combler le prix qui ne paye pas le travail de l'agriculture. C'est parce qu'on maintient un territoire délocalisé, donc on reste dans des zones délocalisées et autres. Et ces paiements directs, on les utilise pour de l'équipement, on les utilise pour faire vivre notre histoire, mais ça repart aussi chez le garagiste, ça repart chez les transporteurs qui nous transportent nos matières premières, ça repart chez nos fournisseurs de semences, d'intrants et autres. Donc c'est toute une économie qu'on touche. Ce n'est pas juste le monde agricole par ce biais-là qu'on va impacter. Et il faut savoir que si on coupe des paiements directs sur certaines exploitations, l'effet sera totalement inverse de ce qu'on veut. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on va reproduire à 200%, on n'aura plus de normes du tout à respecter, et puis là, ça sera full gaz, et puis on y va, quoi, comme on en invente. Donc là, on aura totalement l'inverse de ce qui est recherché. Là, on a vu une union en fait des agriculteurs avec tous les panneaux qui ont fleuri, 2 fois non aux initiatives phyto-extrêmes. Comment est-ce qu'on peut réduire ce fossé finalement? Là, c'est l'occasion un peu de remettre le dialogue entre les gens de la terre et les gens de la ville. Comment est-ce qu'on peut réduire ce fossé? Alors, il y aura un gros travail. Ça aura bien montré au monde agricole qu'on ne communique pas assez. À nous de plus communiquer. En 2019, on a fait pour la première fois en Suisse romande les portes ouvertes à la ferme. Il y aura nouveau cette année en 2021, en septembre, je n'ai plus la date exacte, mais début septembre.
On essaye de faire des activités comme ça, mais on voit en même temps que c'est compliqué. Les marchés, la population diminue au marché. Et souvent, c'est une population plutôt âgée qui se souvient d'un frère, des parents ou comme ça qui va rechercher ça. Donc c'est compliqué. Puis il ne faut pas oublier que l'agriculteur, il est formé pour produire une denrée, pour nourrir son pays. Il n'est pas formé en premier lieu pour communiquer. Alors oui, aujourd'hui, il y a Facebook, il y a plein de choses, on peut essayer de communiquer et tout ça, mais c'est toute une formation et ce n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que justement, à travers les réseaux sociaux et tout ça, on essaye d'informer, puis en même temps, on se fait non seulement contrer, mais en plus vraiment traiter d'empoisonneurs, de tueurs de bébés ou des choses mais énormes. Quel est le taux de mort infantile en Suisse par rapport à ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, quoi? Je pense que la population oublie qu'on peut avoir faim, c'est des choses qui peuvent arriver et que là, on vit dans un pays où on va être plus que ça. Mais niveau la communication, oui, il y a à améliorer, il y a à ouvrir les portes, mais les gens, il faut aussi qu'ils acceptent à venir. Et puis, il faut peut-être réinventer la communication, mais c'est pas évident, quoi. Est-ce que toi qui navigues entre ces deux mondes, la ville et la campagne, est-ce qu'il y a une ingratitude à travailler la terre aujourd'hui? Ça dépend tout de certaines personnes. Il y en a qui nous remercient à travers des produits spécialisés comme ça. Ils sont tout contents de trouver, et quand ils viennent, comme c'est pas connu, on donne à déguster. Ils disent « Ah, c'est super bon, ouais, c'est les produits du terroir, c'est génial et tout ». Puis derrière, justement, on entend vous êtes des pollueurs et autres. Il faut savoir que la betterave, qui est aussi une culture qui sera qui sera vouée à disparaître, ces initiatives passent, surtout celle de phyto. La betterave, on ne va pas pouvoir la planter et puis la transformer sur la ferme. C'est une raffinerie. Pour faire du sucre, il ne faut pas juste la couper tout fin, quoi. C'est tout un processus. Donc, si la production elle diminue trop, il n'y a plus de filière. C'est toute la filière de la betterave. Donc, c'est les transports, c'est la transformation, c'est les 2 usines à Frauenfeld et puis à Arberg. C'est tout des places d'emploi. On parle de 160 000 places d'emploi qui peuvent partir à cause de ces filiales qui vont être perdues. Et une fois que c'est perdu, on ne recommence pas. Ça, c'est une réalité. Et beaucoup plus d'importations aussi? Alors forcément, si on ne se nourrit pas, c'est plus d'importation. En Suisse, il faut se dire, on a 1 million de surfaces agricoles utiles, ce qu'on appelle, c'est là où on cultive. On parle de 20% de rendement, c'est 200 000 hectares qu'on va mettre la main dessus chez nos voisins. Alors quand les Chinois viennent acheter des vignes en France, ça fait un tollé, on dit « c'est une catastrophe, les Chinois viennent acheter ». Mais nous, quand on est capable d'aller à la bourse puis dire « moi, je paye plus cher que le voisin pour me nourrir en premier, puis laisser crever de faim celui d'à côté », ça pose pas de problème. Il faut savoir que là, en France, ils sont eux-mêmes pas autonomes. Donc nous, on va acheter en France pour nourrir nous, puis eux, ils vont acheter en Espagne pour se nourrir eux, puis les Espagnols, ils vont au pays en Afrique pour se nourrir. Donc on fait que de décaler une chaîne. Les Français, les agriculteurs français, ils vivent pas mieux que nous. Donc pourquoi est-ce que, si on me disait « ah, mais en France, c'est l'Eldorado pour l'agriculture », et puis nous, on ne sait pas faire, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Mais là, c'est tout faux, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça, quoi. L'avenir de la terre, de l'agriculture en Suisse, c'est quoi pour toi? Bonne question. On nous dit toujours c'est justement les spécialités, la vente à la ferme, mais comme disait Mireille, il faut être bien positionné, c'est un certain nombre de produits et c'est de l'or pas tous, quoi. L'agriculture, il y en aura toujours une part. Maintenant, si c'est être des paysagistes et puis vivre que grâce à des contributions et puis faire ce qu'on veut bien faire puis importer toute notre alimentation, pour moi, c'est plus de l'agriculture, quoi. Un Ballenberg géant, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et alors, la vraie solution, ce serait quoi pour la Suisse aujourd'hui? La vraie solution, c'est de respecter ceux qui nourrissent le pays, de les laisser travailler, de soutenir la recherche. On parle comme quoi on a 10 ans pour trouver des solutions. Ça fait ces 10 dernières années, on n'a fait que de couper les budgets. À Grosscop, ils ont dû se rescinder, il y a la moitié des postes qui ont giclé. On ne va pas remettre du jour au lendemain des millions dans la recherche. Donc, laissez bosser, laissez prendre le temps. Oui, ça prend du temps, mais depuis ces 30 dernières années, on a énormément évolué. Il y a 40% de pesticides en moins qui sont utilisés. Il faut aussi savoir, aujourd'hui, tous les produits, la grande majorité des produits qui sont homologués sont pour des homologations bio. Et à l'inverse, on ressort des produits qui ont été homologués dans du phytosynthèse ou comme ça. Donc le pas, il est là, la progression, elle est là. On n'a pas attendu 2020 pour réagir puis se dire « oui, il y a un souci ». Il faut juste se souvenir qu'à la sortie de la guerre, les gens, ils avaient peur d'avoir faim, ou ils avaient faim même. Et puis on leur disait « il faut produire ». Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des changements, il y a des choses qui ont bougé, ce qui est quand même assez rigolo dans le fond, quoi. Je ne sais pas si c'est rigolo ou triste, mais les produits qu'on a interdits chez nous,
qui sont produits chez nous mais interdits chez nous sont exportés, puis nous on va aller importer des produits alimentaires qui sont produits grâce à ça, quoi. Il y a un moment, il y a un non-sens. Alors Jean-Marc, toi tu es vigneron. Oui, je suis vigneron à Lavaux, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a une mission aussi, c'est de préserver le paysage avec les vignes. Et puis par rapport aux initiatives de fois non là, extrêmes phytosanitaires, il faut savoir que la vigne est une plante qui est extrêmement sensible et extrêmement délicate. Donc on ne peut pas produire d'une manière assurée du raisin sans traitement. Alors, soit on traite avec des produits de synthèse, soit on traite avec des produits bio, mais il est impossible d'assurer une récolte sans traitement. On fait entre 10 et 12 traitements par année. Et depuis 4 ans avec notre fils, on a décidé d'utiliser des produits, pas forcément bio, mais ce ne sont pas des produits de synthèse, ce sont des produits naturels. Mais la problématique, c'est que nous, parfois, et pendant ces 5 ans, on a utilisé une fois un produit de synthèse parce que la pression de la maladie de mildiou était trop importante. Et pour sauver la récolte, il a fallu utiliser une fois ce produit de synthèse, qui est en quelque sorte l'antibiotique pour les végétaux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aussi à la deuxième initiative, quand on de l'eau propre, on nous dit qu'on n'a plus le droit d'utiliser de pesticides. Donc, un producteur bio ne pourra plus utiliser de pesticides, même naturels. Donc ça, c'est très pervers, disons, les intitulés de ces deux initiatives. Donc, il faut savoir que pour garder un paysage de l'UNESCO, eh bien, il faut cultiver, donc il faut traiter régulièrement. Actuellement, contrairement à ce que l'on faisait avec des produits de synthèse, on est tributaire du climat. Donc ça nous arrive de traiter, par exemple, il y a une pression de mildiou ou de dium, donc on part traiter. Et puis 2 jours après, il y a de la pluie, il y a 30 mm de pluie qui tombe. Ça signifie que, par exemple, que le produit de traitement est lessivé, donc 4 jours après, on va retraiter. Alors qu'avec des produits de synthèse, effectivement, on pouvait planifier nos traitements. Donc c'est toute une approche différente où maintenant on observe, on regarde ce qui se passe. Et on n'a pas attendu les initiatives pour dire c'est dangereux des produits de synthèse. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on évolue et on analyse et que, avec notre fils, on a pris le virage de ne pas produire de synthèse, de ne pas traiter avec des produits de synthèse. Ça signifie aussi que on pourrait être considéré comme bio, mais on n'est pas bio parce qu'on se réserve justement le droit d'utiliser l'antibiotique végétal, quoi. Voilà. Le vigneron, en fait, il voit toute la chaîne. Il part depuis la terre et puis jusqu'au consommateur final, finalement, qui vient acheter les bouteilles de vin, des fois, au domaine. Oui. Donc, comment est-ce que tu ressens aujourd'hui, Jean-Marc, ce marché, avec en plus cette pression des initiatives qui arrivent maintenant pour le 13 juin? Comment est-ce que c'est ressenti, ça, dans le cœur d'un vigneron? Alors, les vignerons sont extrêmement inquiets. Parce qu'effectivement, d'abord, on n'a que ça pour cultiver, on ne cultive pas d'autre chose, donc c'est notre gagne-pain. Par contre, ce qui est un peu rassurant, c'est que lorsque les gens viennent déguster et puis achètent du vin, eh bien, fatalement, la discussion part sur les deux initiatives. Et en expliquant, et c'est là tout l'art de la communication, il faut expliquer, nous, on n'a pas attendu qu'on vienne nous dire ce qu'il faut faire, on est déjà en train de le faire. Sauf que il faut du temps, il faut effectivement de la recherche, il faut il faut apprendre la culture, l'agriculture, la nature, elle évolue lentement au fil des saisons. Donc c'est pas en mettant un bouton dans 10 ans, c'est comme ça. Non, il faut évoluer au fil des saisons, il faut apprendre à observer et on en apprend tous les jours, quoi. Voilà. Je prendrai juste un exemple. Cette année, il nous arrivait quelque chose d'assez spécifique. Il y a à la récolte au mois de juillet l'année passée, on a une pression de dium. Donc on est parti traiter, pas de problème.
Et à la récolte, on a deux parchets qui sont l'un à côté de l'autre. Un est planté dans le sens de la pente et l'autre est planté en terrasse dans le sens dans le sens horizontal. Et la vigne qui est plantée horizontalement a eu une attaque d'odium qui était maîtrisée, on n'a pas eu besoin d'utiliser un produit de synthèse. L'autre côté, elle était parfaitement franche. Pourquoi ? Alors, bien sûr, c'est assez pragmatique, mais c'est un microclimat, c'est-à-dire que vraisemblablement, il y a eu, juste après le traitement, un vent qui était plutôt descendant, une brise descendante, donc une aération. Par contre, la vigne qui était plantée en travers n'a pas eu cette aération, un microclimat, l'humidité, donc développement d'odium. Donc tout ça me fait dire qu'on est sur le terrain et on va voir ce qui se passe. Là, on n'a pas eu besoin d'utiliser un produit de synthèse parce que ça a été stoppé, mais ça n'empêche qu'il y a eu une perte de récolte dans une des vignes qui a été traitée au même moment, le même jour, à la même heure, quoi. Donc c'est extrêmement subtil et ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est qu'on est sur le terrain et puis qu'on regarde. L'outil, c'est pas simplement le tracteur, c'est aussi la loupe pour regarder s'il y a des champignons, s'il y a des petites bêtes, etc. Et puis de prendre des décisions au bon moment. Donc là, justement, entre les gens de terrain et puis les gens, les décideurs, même si c'est un comité d'initiative ou Berne des fois, hein, qui est quand même beaucoup la main prise sur toute l'agriculture, là, est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui est en train de se créer et puis finalement, on n'écoute pas assez les gens de terrain ? Le fossé, je ne sais pas s'il est créé, il est là. Mais effectivement, c'est une question de communication. Mais on ne peut que communiquer. Nous, on a la chance d'avoir un produit, on vend notre produit, donc on est au contact de la clientèle, donc on peut l'expliquer. Je crois que c'est par ce biais-là qu'on peut avancer. Et puis nos autorités, elles n'attendent pas non plus, elles ont pris des mesures. Il y a une ordonnance qui va sortir où on va encore exiger une diminution des produits de synthèse, donc, et de trouver des alternatives pour produire. Donc je crois que les autorités, elles sont dans le trend, elles avancent en même temps. Voilà. Et tu as l'impression que le terrain est entendu au niveau des autorités ? Il est entendu, mais les autorités répondent par des interdictions plutôt que de travailler des fois avec nous. Ça, c'est un petit peu dommage. Disons que oui, c'est lourd à porter aussi au niveau des agriculteurs. C'est des interdictions qui arrivent toujours. Et puis, on pourrait accompagner différemment. Il me semble qu'on pourrait nous écouter peut-être un peu plus aussi. L'avenir des vignerons en Suisse, il y a ces deux initiatives qui vont être votées le 13 juin. Ouais. On comprend que si ça passait, ce serait assez catastrophique. Mais comment est-ce qu'on voit l'avenir plus général en Suisse des vignerons ? Actuellement, le marché est complètement bloqué parce que, bien sûr, on dépend de l'étranger. On ne produit pas assez de vin pour notre consommation annuelle. Donc, mais par contre, on importe toujours autant. Et puis, on est tributaire des grands distributeurs. Et ça, c'est un problème. Le politique ne veut pas limiter les importations, par exemple, parce qu'on fait partie des grandes associations de l'OM, comment c'est ? L'OMC, ouais, etc. Donc, et puis, c'est des traités internationaux qui ne sont pas modifiables sur un claquement de doigts, quoi. Voilà. Donc, l'avenir de la viticulture en Suisse, elle est assez morose pour l'instant. Ouais. Oui, je le dis avec le sourire, mais c'est vrai. C'est pour cette raison qu'on développe de plus en plus la vente directe. Et ça marche bien. Les gens, alors, ils sont reconnaissants. Et puis, on produit on fait des vins qui sont excellents, qui tiennent la route. Mais ça n'empêche que, oui, ça ne suffit pas. On a besoin aussi des distributeurs, quoi. Voilà, on a besoin. Vigneron, c'est un métier passion avant tout ? Oui. Parce que la chance qu'on a en tant que vigneron, c'est qu'on fait tout, quoi. On part de la culture, du greffage, et puis jusqu'au produit fini. Et ça, c'est chaque fois un miracle, quoi. Ça, c'est vrai, c'est assez passionnant, quoi.
Et c'est assez tendu, on sait que des fois il y a des coups de grêle, il y a différentes choses Oui. qui peuvent vraiment impacter les récoltes. Alors la récolte, étant donné qu'on est en monoculture, donc s'il y a un coup de grêle, ben, il n'y a pas de récolte, quoi. Je veux dire, ouais, on est extrêmement tendu à partir de maintenant, du mois d'avril, jusqu'à ce que la récolte soit rentrée au mois d'octobre. Donc c'est 5-6 mois où effectivement tout peut être anéanti en 5 minutes, quoi. Et aussi le revenu, quoi. Et le contact avec le consommateur finalement, comment est-ce qu'il se passe? Le consommateur final qui vient au caveau, qui vient acheter du vin pour sa consommation, qu'est-ce qu'il connaît de ce monde agricole, viticole? Alors, on a peut-être aussi de la chance, c'est que on a besoin de personnel pour les vendanges, par exemple. Donc, les vendanges, c'est une fête et c'est des gens qui viennent vendanger, en tout cas chez nous, qui ne sont pas en lien avec l'agriculture. Donc, ils doivent se mouiller, parfois avec la pluie, mais aussi pour venir récolter et vendanger. Donc ils voient la difficulté et ils voient comment on travaille et puis les efforts qu'on doit faire ils voient aussi le travail chez nous, par exemple, du pressoir la nuit et puis on recommence le lendemain à 6 heures. Donc ça, c'est une bonne manière de montrer et de faire le lien avec les citadins, quoi. Voilà. Le 13 juin, donc, tu voudras 2 fois non aux initiatives phyto-extrêmes, Jean-Marc, c'est ça? Bien sûr. Ah, ça, c'est sûr et certain. Autrement, ça met en péril tous mes collègues agriculteurs, encore plus, je crois, que vignerons. Mais je te dis, si on ne peut plus traiter, il n'y a plus de récolte. Et donc, si l'initiative, par exemple, de l'eau propre passe, même les bureaux ne pourront plus traiter. Donc, le paysage de l'UNESCO disparaîtra. Pascal, alors on voit bien, tu es boulanger. Exactement, je suis boulanger à Daillon depuis 22 ans. Et puis, je défends ardemment les produits du terroir et les produits artisanaux. Voilà, c'est un boulanger artisan. On voit que tu as fait des petits pains 2 fois non. Donc tu vas voter 2 fois non aux initiatives qui seront proposées le 13 juin. Tu peux nous dire peut-être pourquoi? Je vais voter 2 fois non parce que je trouve que c'est un combat contre les agriculteurs. Et les agriculteurs se battent tous les jours avec la terre qui leur ont été rendue, donnée et transmise. Et puis je pense qu'il faut défendre ces agriculteurs qui font des efforts depuis plusieurs années, plusieurs décennies pour préserver notre paysage et nourrir la population. Et puis ce petit pain que vous voyez là, on en confectionne à peu près 70 à 80 tous les 3-4 jours et ils sont distribués dans les marchés. La région lausannoise, aujourd'hui c'est au marché à Potala, bientôt à Cossonay, ce week-end sur la place de la Navigation à Ouchy, la semaine prochaine à Bussigny. Donc c'est des paysans qui vont à la rencontre des gens, aussi des villes, pour expliquer pourquoi il faut voter 2 fois non. D'accord, donc boulanger, on connaît le boulanger qui se lève très tôt, qui travaille de nuit, qui travaille très dur, c'est un métier très difficile. Quelle est la passion qui anime le boulanger chez Pascal? Alors moi, ma passion, c'est de revenir aux valeurs ancestrales, de travailler avec du levain chef, de travailler avec de la farine locale, donc des moulins des Chalons. Je travaille aussi avec les moulins de Grouge-Marnon avec de la farine IP vaudoise. Et je travaille aussi également avec un paysan bio qui habite à Allon, qui me fait des vieilles variétés de céréales. On a planté par exemple du rouge de l'Avenoche, du rouge de Bordeaux, qui sont des vieilles céréales avec moins de teneur en gluten. On essaye de faire des pains avec ce levain chef pour avoir une déstructuration du gluten, puis expliquer aussi aux clients qu'il y a une alternative entre le sans gluten et un pain, par exemple d'une grande surface ou qui vient de l'étranger, qui est rempli de gluten et puis qui n'est pas digeste. C'est surtout cette force-là que je veux transmettre, travailler avec des céréales qui viennent de la région et puis mettre tout ça en valeur sur la table de la personne qui achète, sans rentrer dans des prix surfaits ou vendre un produit bio où on a augmenté le prix parce que c'est du bio. Montrer à tout le monde qu'on peut acheter un produit de qualité régional, local, mais toujours au prix de la concurrence.
Voilà, parce que la grande concurrence, effectivement, les pains congelés industriels qui sont cuits des fois sur place, dans des stations-service maintenant. Comment est-ce qu'il réagit l'artisan boulanger par rapport à ça? Je réagis qu'on a quand même une bonne nouvelle qui est arrivée de Berne, c'est qu'à présent que tous ces pains, ils devront être déclarés du pays de provenance, parce que ça, les gens ne savaient pas. Et puis quand on parle d'initiatives extrêmes, il faut savoir que tous ces pains qui sont produits à l'étranger sont travaillés avec des farines qui ont été traitées au glyphosate 3 semaines avant une fois qu'ils ont fait la récolte. Donc ça, les gens ne le savent pas. Et il y a énormément de produits importés qui arrivent en Suisse, qui sont remplis de produits de traitement et il n'y a aucun contrôle là-dessus. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'avec cette initiative, on va augmenter cette importation et il n'y aura plus aucun contrôle. J'ai un exemple très clair. Je faisais du pain avec du lin, donc pour en faire un sandwich qui s'appelle le parmelin. Et quand j'ai voulu commander du lin, puis que c'était marqué Bio Bourgeon, et puis que j'ai regardé, on m'a marqué pays d'origine suisse, mais la provenance, c'était Inde. Donc, ce qu'on va faire avec cette initiative, c'est qu'on va tromper encore plus le consommateur en passant par des chemins broussailleux pour expliquer que ce poulet vient du Brésil, mais puisqu'il est transformé en Suisse et que la valeur ajoutée en Suisse, on peut mettre un CH dessus. Et c'est ça que les consommateurs ne voient pas. On a le même problème avec de la viande séchée qui arrive chez nous, qui est haussée, et puis tout d'un coup, c'est de la viande qui vient du Brésil. Mais plus que la transformation et le coût de travail et plus augmente chez nous, on arrive le droit de mettre un CH. Et ça, je pense que la plus grande chose que les gens ne comprennent pas, ils sont ignorants, c'est tous ces produits qu'ils achètent, on croyait que c'est un produit suisse, mais il était acheté à l'étranger, il est transformé chez nous et on trompe le consommateur. Et si on va avec cette initiative 2 fois non, on va partir de des extrêmes par rapport à ça. Et il y aura une importation énorme qui va arriver. Il y a le tourisme d'achat aussi qui va augmenter parce que si cette initiative passe, on va encore diviser plus la classe moyenne et la classe qui aura les moyens de s'acheter des produits qui auront une valeur. Donc le prix des aliments qu'on a autour d'ici vont augmenter puisqu'on ne pourra pas nourrir non plus tout le monde. Et puis c'est ça aussi qu'il faut expliquer. Donc on va diviser ceux qui auront le moyen d'acheter du produit bio naturel fabriqué en Suisse et puis on va envoyer des gens ou acheter des produits dans des grandes surfaces qui viendront de l'étranger et ils ne pourront pas contrôler exactement d'où ça vient et en quelle teneur il y a des insecticides dessus et des autres produits interdits en Suisse. L'artisan aujourd'hui, initiative ou pas initiative, il se fait du souci pour son avenir? Le boulanger, et par rapport à cette initiative, moi je m'engage énormément. Je n'ai pas tous mes collègues qui s'engagent comme moi. Il faut savoir que si on veut continuer avec des produits locaux, si cette initiative elle passe, c'est clair que le coût de la matière première qui arrive dans nos laboratoires va augmenter aussi. Donc ça veut dire que ça va être une répercussion directement sur le consommateur quand il vient acheter son sandwich, quand il vient acheter son ramequin ou son croissant jambon. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir toujours des produits locaux de la région, des prix raisonnables. Et puis aussi, ce qu'on veut essayer de limiter, c'est ce bilan carbone, de dire, écoutez, mon jambon, il ne vient pas de Zurich, mais il vient de chez Lederman à Bière. Mon salami, il vient de chez Buffat. Mon gruyère, il vient de Lignerolles. Moi, j'ai le paysan, tous les 2 jours, il vient me livrer 100 litres de lait qu'il a traité ses vaches. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et puis, tous mes produits sont travaillés avec du lait frais. J'ai plus de poudre de lait qui rentre dans mon laboratoire, donc ça veut dire une poudre de lait qui est fabriquée en Suisse allemande, donc ça veut dire que côté de la cheminée, il y a un transport et tout. Et là, c'est fait sur place. Je fais vivre une famille paysanne et puis ça fonctionne comme ça. Puis après, le travail qu'on doit faire, que ce soit autant des agriculteurs que nous, le dernier maillon de la chaîne, c'est la communication. Et c'est pour ça qu'on doit être présent et expliquer aux gens tout ce qu'on fait, tout ce qu'on défend et tout ce que les agriculteurs ont déjà fait pour la Suisse et les habitants. Et ça, on doit l'amener devant la presse, devant tout le monde et arrêter ces idées reçues qu'on va polluer du monde et tout. C'est ça qu'il faut expliquer. Le boulanger, finalement, il est très en contact avec le consommateur, même si le boulanger, il ne voit pas forcément directement celui qui vient acheter son pain. Il se rend compte de la quantité, du type de pain qu'il achète, du type de choses qu'il consomme. Comment est-ce que ça évolue, ça, aujourd'hui? Alors, l'évolution passe par la formation professionnelle, donc les apprentis, donc que ce soit en production ou à la vente, donc gestionnaire commerce de détail, spécialité boulangerie, c'est eux qui sont les premiers piliers de la communication. Et puis aussi, moi, je suis quelqu'un qui défend cette formation professionnelle, et puis de former des apprentis, puis d'expliquer le premier maillon, c'est la vendeuse qui voit le client en face, qui lui dit, voilà, vous avez acheté du pain du Gros de Vaud, mouture fine, 3 céréales, blé, seigle, avoine,
ça vient des Chalons. Et Chalons, c'est le grenier de la Suisse. Il y a encore des céréales qui viennent de là-bas. Il y a une histoire, il y a quelque chose. C'est ça qu'il faut expliquer. On veut une histoire, on veut un produit, on veut des artisans derrière qui travaillent, des jeunes qui se lèvent la nuit et qui nourrissent une famille, et puis tout ça. C'est ça qu'on doit vendre. C'est pas juste vendre un morceau de pain qu'on nous file dans un sachet. Après, l'avantage qu'on a aussi, c'est que dans le sachet de pain, ça peut être un support pour mettre de la publicité ou pour une initiative, pour expliquer pour The Way for Life, pour Transport Handicap ou des choses comme ça. Nous, on est le dernier maillon de la fabrication, mais on doit le communiquer et on doit profiter de ça quand on est devant le client, de lui expliquer tous ces chemins qu'il y a là. Cette dernière année, elle a été difficile pour les boulangers locaux. Alors, les boulangers sont, pour ma part et pour beaucoup de collègues en dehors des villes, on s'est super bien sortis parce que les gens, pour en revenir avant, sont revenus chez nous. On n'a jamais vendu autant de levure en vrac à des clients pour qu'ils fassent leur pain eux-mêmes. Il y a eu des ruptures de stock de la farine. On a commandé du sucre en profusion, du sel en profusion, des denrées de base que tout le monde devait avoir dans son KGB à l'époque. Et bien ça, on a vendu extrêmement de ces produits-là. Les gens ont recommencé à faire du pain chez eux, faire des tresses, acheter des œufs, à venir dans les épiceries de village. Moi, je suis énormément développé dans des petites épiceries de village et on voit ce contact. On est vraiment le dernier contact, le lien social qu'il y a entre le client et quelque chose. Et à un moment donné, quand il y a eu le début de la pandémie, on était vraiment les seuls qui sont ouverts. Dans mon cas, 365 jours par année, j'ai pu rester ouvert sans restriction. Je me suis battu jusqu'au bout, même des dimanches où on a dû tout barricader. Mais on a réussi à vendre la matière première, le pain, l'élément de vie. On a réussi à le vendre tous les jours de l'année. Et ça, c'est une fierté parce que voilà, je me suis battu pour ça. Est-ce que finalement ces initiatives, c'est l'occasion de réanimer cette communication et de partir encore un peu plus loin vers cette proximité du consommateur et de reconstruire quelque chose qui soit plus local, plus artisan ? Alors moi, ça fait longtemps que je me bats avec ça, avec le plus local, mais je me bats par rapport à quelque chose développé qui s'appelle Proxivore. Ça veut dire que j'ai des produits qui viennent d'un rayon de 35 km quand je peux le faire. Je ne peux pas tout le temps le faire. Mais après, c'est aussi de faire une communauté autour de moi. Le menuisier qui vient travailler chez moi, il vient de Daillon. L'informaticien vient de Potala. L'électricien vient de Potala. Et automatiquement, ces ouvriers viennent au tir boire le café le matin, acheter un sandwich. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il faut travailler avec le régional, le local. C'est tout ce toile d'araignée qu'il faut tisser. Mais ça, c'était sans le Covid. Je veux dire, c'est pas le Covid qui a amené ça. C'est une idée reçue que j'ai d'avancer ça. Après, pour revenir à la question par rapport au local, les gens reviennent gentiment, mais c'est pas ni une loi, ni une pression qui doit faire ça. C'est avec de la communication, en expliquant les choses. Que ce soit le vigneron qui reçoit des gens chez eux pour faire déguster une bouteille, même à présent aussi, pas qu'avec 3 bouteilles, pas 6 cartons comme avant. On doit avoir cette communication puis expliquer ça. Et c'est la même chose pour les marchés à la ferme. Et puis nous, il y a un parallèle entre ceux qui font du self marché à la ferme, puis nous, on a une vitrine où on est ouvert 365 jours par année avec des horaires extrêmes où on peut mettre en avant des produits que le paysan lui-même ne pourra pas mettre en avant, ou un vigneron, par exemple. On a plein de vignerons qui nous livrent leur vin au direct, et puis on travaille aussi avec des grands groupes, mais le client qui vient chez nous, il a le choix s'il veut acheter une confiture Belle-France ou une confiture qui est faite par les paysannes vaudoises à Daillon. On ne lui a pas mis un pistolet sur la table pour lui dire tu achèteras du sésame bio comme à la Coop ou quelque chose comme ça, puis on ne sait pas d'où il vient. Donc ça veut dire le client a toujours le choix d'acheter ce qu'il veut et de choisir ce qu'il veut. S'il veut se faire un panier à Sofron plaisir avec des fraises et des asperges à gâcher et puis du jambon à Lederman et puis des œufs de la cuisine, et ben voilà, il se fait plaisir. Mais il sait que ça va être consommé le jour même ou de 2 jours. On parlait de gaspillage alimentaire. Ben ces gens-là, je peux vous dire que le gaspillage alimentaire, ça n'existe pas. Parce que ce qu'ils achètent, ils le consomment, ils le cuisinent et ils se font plaisir. C'est clair qu'ils paieront un peu plus cher, mais il n'y aura pas de gaspillage. Le pain, c'est la vie, c'est un beau métier, c'est un métier vraiment que tu défends avec ton cœur apparemment. Hein. La grosse distribution, c'est un problème quand même pour tous ces artisans, pour tous ces boulangers qui se battent vraiment au quotidien ? Non, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème, la grande distribution. Je pense que c'est un métier de cœur, c'est un métier de passion. Ben, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est clair, c'est facile à le dire, mais j'ai exploré plein de choses avec ce métier. Et puis, je pense que dans tous les métiers, à un moment donné, eh ben, il y a une épuration normale qui s'est faite entre ceux qui faisaient pas du bon travail, mais ça peut être dans tous les métiers, je pense. Donc, il y a eu un mal pour un bien. Il y en a qui n'ont pas changé leur fusil d'épaule, qui ont continué à faire à l'ancienne, à pas regarder ce qu'on pouvait faire de nouveau, ce qu'on pouvait créer. Et puis se dire à 3h l'après-midi, j'ai vendu tout mon pain, yes, c'est cool.
Mais non, il faut avoir du pain jusqu'à 7 heures parce que la station-service à 2 km, elle cuit du pain jusqu'à 22 heures. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question, il faut aller de l'avant, il faut avoir des idées, il faut communiquer, il faut aider les sociétés locales. Il y a tout un concept à faire là autour, mais ce n'est pas du tout la grande surface qui me fait peur. Ça, c'est sûr que non. Alors, rappelle-nous juste, quand on vient chez toi, où est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, j'ai énormément de boulangeries. Donc, je suis sur Daillon où je produis tout ce qui est pâtisserie, confiserie. Donc, on a une spécialité, c'est les tuiles aux amandes. C'est gagné le premier prix de confiserie suisse. Donc, ça, c'est un produit qui est leader chez nous. Et puis après, j'ai un autre laboratoire sur Snarklon où on fait tout ce qui est boulangerie et traiteur. À côté de ça, j'ai une boulangerie à Botton. J'en ai 2 à la Sarah, une à La Chaux, une à Quarnon, une à Écublanc. Le 1er juin, j'ouvre dans le PFL. Donc, pour vous dire qu'un artisan boulanger peut ouvrir une boulangerie dans le PFL. Donc, vraiment à être au cœur des étudiants, puis de leur expliquer tout ce que je viens de dire. Et puis, normalement, au 1er juillet, il y a bien des choses que je trouve une autre boulangerie plutôt dans un petit village qui s'appelle Aclon, qui a une poste. Et puis, là, c'est aussi un nouveau défi d'aller avec la population, leur expliquer ce qu'on fait. Et puis, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est d'aller dans les petits villages puis de montrer que ça peut encore vivre dans un petit village et que les gens jouent le jeu. Eh bien, on se réjouit de déguster tout ça, hein. Je crois qu'on a beaucoup parlé et c'est vraiment très, très appétissant. Merci beaucoup Pascal pour ton intervention. Pas de souci, merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, le 13 juin, c'est une votation importante. C'est important que les gens se mobilisent et aillent voter. Nous sommes dans un pays où nous pouvons voter. Nous pouvons voter sur plein de sujets. Il y a possibilité de poser des initiatives et ces initiatives doivent être vraiment faites avec les gens du terrain, ceux qui seront directement concernés. Et aujourd'hui, nous avons entendu ces arguments et nous vous incitons vraiment le 13 juin à aller voter. Le 13 juin, nous votons 2 fois non aux initiatives extrêmes.